Donc, nous accueillons aujourd'hui Gwen Flachot de GF Architecture qui va nous présenter son retour d'expérience de conception et de réalisation et même d'occupation, puisqu'on le voit aujourd'hui dans le bâtiment qu'il va évoquer, d'un conteneur maritime reconverti en agence d'architecture passive. Juste avant de lui laisser la parole, je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un webinaire qui est proposé par la Maison du Passif, donc l'association de promotion des bâtiments passifs française, et qu'on organise assez régulièrement ce type de webinaire, à peu près mensuellement. Là, on va juste laisser passer une pause estivale et on se retrouvera en septembre avec un tout autre sujet, puisque c'est les services de la métropole de Rouen, Normandie, qui viendront nous présenter leur démarche, puisqu'ils réalisent 100% de leurs bâtiments en propre, en passif. Donc, ils nous raconteront un petit peu les volontés sous-jacentes à cette démarche, ce que ça a impliqué sur leur programmation et aujourd'hui leur premier tour d'expérience, puisque ça fait, enfin pas premier, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'ils ont mis ça en place et ils ont dans leur parc plusieurs bâtiments passifs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Gwen. Merci. Juste, excusez-moi, avant de céder la parole, vous avez un petit outil pour poser vos questions dans le chat. Si jamais celles-ci sont nécessaires, enfin, si leur réponse est nécessaire pour comprendre le propos de Gwen, je me permettrai de l'interrompre. Si jamais c'est des choses auxquelles je peux répondre moi-même, je le ferai. Et sinon, on attendra la fin de sa présentation d'ici une quarantaine de minutes pour échanger autour, sachant que notre objectif est de finir à 19 heures. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Donc, je vais faire une présentation. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais faire une présentation avec un pointeur laser là, qui se déplace pour pouvoir pointer un petit peu les différentes photos que j'ai présentées, enfin, que je vais présenter, pardon. Alors, donc GF Architecture, avant de commencer, c'est une agence d'architecture fondée en 2014. Et, et donc cette agence d'architecture, ben, je l'ai fondée et je me suis assez rapidement entouré de partenaires pour réaliser les conceptions de construction passives et autres. Donc là, je vous présente les quelques constructions passives que nous avons faites depuis 2014. Donc celle qui est totalement à gauche, c'est notre maison personnelle qui a été livrée en 2013 à 7 kWh par mètre carré par an en besoin de chauffage. Et ça a fondé, en fin de compte, la démarche passive pour la suite de l'agence. Donc, le sommaire est assez dense. Donc, on va parler dans un premier temps de la conception du projet, après la construction et le retour chantier, la livraison, si on a le temps, un petit peu sur l'entretien de la VMC double flux et les résultats du calcul thermique et les remerciements de rigueur pour les entreprises qui ont participé à cette aventure. Donc, l'agence est positionnée dans ce bureau-là parce que avant, je travaillais dans la maison passive livrée en 2013. Donc, le besoin s'est fait ressentir au bout d'un moment bah, de séparer la vie professionnelle de la vie familiale en réalisant un petit bureau à côté de la maison. Euh, et j'ai oublié de dire où j'étais positionné. J'étais positionné au nord-est de Rennes. Alors le défi, bah, il était important parce que, étant donné que l'agence a une expérience assez importante en construction passive, il était hors de question de faire un bureau en, en conception traditionnelle, enfin conception thermique traditionnelle. Donc je me suis mis à à réaliser le défi de faire un bureau passif. Sachant que j'ai une toute petite expérience, j'ai participé très modestement à l'aventure Mizou, un bâtiment passif de Thomas Primo réalisé en 2013, calculé et labellisé à 12 kWh par mètre carré par an, besoin de chauffage pour 12 mètres carrés. Donc la conception, elle était très simple, hein. Il fallait trouver un volume très compact de 12-13 mètres carrés pour pouvoir accueillir mes clients, travailler et, et réfléchir sur les projets de mes clients.
Donc là, c'était juste, cette photo était juste pour vous montrer la course du soleil. Donc là, ici, c'était en hiver, en novembre 2018, pour vous montrer que les masques solaires sont très importants en début de journée, mais c'est pas trop grave parce que j'avais pas d'un besoin euh, de soleil pour chauffer le bâtiment de façon importante parce que un bâtiment tertiaire, un bureau, c'est un bâtiment qui est déjà chauffé correctement par l'ordinateur. Moi, j'avais pas besoin d'autre chose comme chauffage. Donc, au niveau de la conception, c'est pas compliqué. Donc, je suis parti sur un conteneur que vous saviez, pardon, dans le titre. Mais c'était juste pour vous montrer que le conteneur, on va le voir après, c'est quand même une base compacte pour faire le projet. Donc, au niveau du plan, bah, c'est simple, hein. Il y a un poste de travail, une table de réunion pour 6 personnes et un bureau un peu particulier euh, où on peut marcher, voilà, en travaillant, en répondant à des mails et autre chose. Donc, je vais juste vous montrer sur la coupe, la continuité de l'isolation qu'on va voir tout à l'heure. Donc ça, c'est le principe de la conception passive, éviter au maximum les ponts thermiques et travailler sur une continuité de l'isolation. Donc là, on a la coupe longitudinale, coupe 1-1, et la coupe transversale aussi pour voir la continuité de l'isolation. Juste le petit percement qu'on voit ici, c'est pour la prise d'air et le rejet d'air pour la VMC double flux. Sur les façades, c'est des façades assez simples. Il y a une seule ouverture, la façade sud, avec la menuiserie, enfin la menuiserie avec la porte, vitrage fixe et la porte pour y accéder. Toutes les autres façades sont opaques, en bardage métallique, et la façade principale au sud étant bardage bois exotique. Les petits points rouges que vous voyez sur les façades correspondent aux, aux, aux plats en inox qui ont été soudés sur le conteneur pour pouvoir soutenir le bardage. On le verra un peu plus tard sur les photos de chantier. Au niveau des détails constructifs, là, c'est juste pour vous montrer un petit peu euh, les, euh, les éléments de dessin qu'on doit produire pour faire comprendre aux entreprises ce que l'on veut. Au niveau de la composition du sol, c'est pas compliqué. Nous avons un plancher en bois exotique d'origine, 14 centimètres de sable d'inertie en dessous. Et en dessous encore, nous avons du polystyrène extrudé Jacodur Atlas. C'est un polystyrène qui permet de faire des radis hors sol. Au niveau de la composante des murs, nous avons de l'intérieur, pardon, vers l'extérieur, nous avons des panneaux en bois à l'intérieur, en épicéa. On a derrière 5 centimètres de ouate de coton métis. Après, on a 2 millimètres de tôle d'acier. Après, on a un remplissage de différentes épaisseurs en laine de roche. Et par-dessus, nous avons 24 centimètres de polyuréthane Xentro de la marque Recticel. Donc 2 panneaux de 12 centimètres. Au niveau du plan de ventilation, nous avons la prise d'air et le rejet d'air qui se fait juste à ce niveau-là, vers la VMC double flux qui est juste au-dessus de la table de réunion. Après, nous avons la pulsion d'air qui se fait sur un côté et l'extraction d'air qui se fait de l'autre côté. Comme ça, nous avons de là vers là un brassage d'air continu réalisé par la VMC double flux, la ventilation mécanique contrôlée. Alors, ce qui est intéressant au niveau anecdote, c'est que lors des réunions, je ne dis pas à mes clients au départ que la VMC est au-dessus de leur tête, parce que beaucoup de personnes pensent qu'une VMC double flux est bruyante, et en fin de compte, ça ne l'est pas du tout. Au bout d'un moment, je leur dis, bah, depuis 1 heure, nous avons fait une réunion dans une salle avec une VMC juste au-dessus de la tête. Vous pensez elle est bruyante? Non, bah, c'est le cas de beaucoup de VMC double flux.
Au niveau des coupes, bon, je reprends les coupes principales avec la VMC double flux insérée sur les plans en bleu. Donc, vous voyez qu'on a juste la place nécessaire pour pouvoir mettre la VMC et les réseaux Galva, donc les réseaux métalliques. Alors, on va parler du conteneur, donc la base du projet. Alors, il existe deux sortes de conteneurs. Il existe les conteneurs dry. Ils sont réalisés donc sur une hauteur de 2,59 m. Sauf que pour réaliser le fameux plénum technique que vous avez vu tout à l'heure dans la coupe, pour mettre en place la VMC double flux, j'ai préféré choisir un conteneur un petit peu plus haut qui s'appelle un conteneur iCube, donc qui fait une hauteur de 2,89 m. Au niveau technique, le conteneur fait un poids de 2,3 tonnes et il peut supporter 30 tonnes de chargement. Alors c'est énorme par rapport à son poids initial, mais on est largement au-dessus des charges d'exploitation normales de bureaux. Les bureaux, c'est 250 kg au mètre carré. Donc ça veut dire que le conteneur peut supporter quasiment 10 fois le poids des charges d'exploitation d'un bureau. Donc c'est juste pour vous dire que c'est très très solide. Mais bon, moi je voulais utiliser ce genre de solution constructive pour des questions d'autoconstructeur. Parce que j'ai fait une partie du chantier et le conteneur est très intéressant pour avoir un clos et un couvert assez rapide. En termes de vocabulaire, nous parlerons des longerons transversaux. Ce sont des structures métalliques réalisées, enfin soudées à l'origine dans le plancher du conteneur. Et on a des longerons longitudinaux qui sont dans l'autre sens. On parlera aussi de coins ISO. Donc, c'est les coins qui sont en haut du conteneur et en bas. Ces coins ISO, en fin de compte, sont là, enfin, sont utilisés pour pouvoir prendre le conteneur sur les ports. Mais ici, ils sont utilisés pour la descente de charge du conteneur. Et petit clin d'œil aussi par rapport à Mizu, c'est que le nom du projet ici il s'appelle Voyou, enfin Voyou, mais bon Voyou. On va pas, donc au niveau du chantier, donc le terrain a été assez humide, donc il a fallu le drainer dans un premier temps. Après, nous avons mis en place des plots béton coulés en une seule fois, mais composé de deux volumes. Donc, on a le dé principal dans le sol et un dé qui ressort pour pouvoir supporter la descente de charge du coin ISO, enfin, du poids du conteneur, qui est réparti sur quatre plots uniquement. Les deux plots centraux sont réutilisés pour décharger un petit peu le poids des longerons existants sur le conteneur. Surtout d'un côté, côté sud, qui est très important pour supporter le poids de la menuiserie triple vitrage en bois alu, qui fait quand même 4 mètres de large, alors 2,12 m de haut. Au niveau de l'isolation sous le conteneur, avant sa livraison, j'ai détourné un produit qui s'appelle le Jacodur Atlas de l'entreprise Jacon, qui est un XPS, donc c'est un isolant, un polystyrène extrudé, qui est utilisé, pour moi personnellement, j'ai utilisé sur la maison passive en 2013 pour couler un radier hors sol et poser une structure panneau bois massif dessus, donc pour la maison. Ici, je l'ai détourné un petit peu, je l'ai réutilisé sans utiliser ses propriétés mécaniques, parce que je voulais pas utiliser enfin, faire une descente de charge du conteneur sur 4 points. 4 points uniquement parce que ça aurait pu réaliser un poinçonnement. Donc, j'ai utilisé cet isolant juste pour faire l'isolation sous le conteneur. Et donc, il a fallu découper proprement les éléments d'angle pour pouvoir faire émerger le petit dé de béton pour faire une descente de charge jusqu'au sol sans passer par l'isolant.
Et le petit point de détail, c'est la mise en place de plaques noires ici, qui est ce sont des plaques en duromère. C'est un panneau utilisé pour faire du bardage. Alors, la marque, c'est Fundermax. Et donc, j'ai réutilisé des chutes de Fundermax pour couper le pont thermique euh, généré par la surface de contact des points ISO euh, par rapport au sol. Le conteneur est très intéressant pour son étanchéité à l'air parce enfin, les tôles soudées sont étanches à l'air. Par contre, au niveau du sol, c'est une structure de sol qui est, alors qu'on verra ici, voilà, c'est une structure de sol qui est soudée pour sa résistance, mais la problématique, c'est que il n'est pas traité à l'étanchéité à l'air. Donc, il a fallu, dans un premier temps, mettre en place une membrane d'étanchéité à l'air avant la livraison du conteneur. Donc, le conteneur est livré sur site. J'ai mis en place un démontage très méticuleux des panneaux de bois pour pouvoir réutiliser ce plancher d'origine pour faire de l'entreposage ultérieur. Après, le plancher du conteneur, bah, voilà, sous le bois, on a de la structure, mais il y a aussi des tunnels de passage de fourche pour pouvoir les manipuler d'une autre manière. Et ces tunnels bah, étaient fermés, on les voit fermés ici. Donc il a fallu les découper proprement sans déstructurer la structure du plancher pour pouvoir mettre en place du sable euh, dessous et constituer une inertie au niveau du bâtiment. J'aurais pu couler du béton, mais j'ai préféré mettre du sable. Ce sable aussi a permis de protéger ultérieurement les étincelles lors du découpage du conteneur pour pouvoir installer euh, un cadre soudé et installer derrière la VMC, la menuiserie. Pour anticiper la pose du bardage, j'ai mis en place, enfin, l'entreprise a soudé des équerres en inox directement soudés sur le conteneur. Alors pourquoi des équerres en inox? Parce que les équerres en inox sont 3 fois moins conducteurs que des équerres des plats soudés en acier. Donc le point de détail aussi pour limiter le pont thermique, c'est d'utiliser les matériaux les moins déperditifs. Donc l'inox est moins déperditif que l'acier. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur de l'inox. Donc ici, cette photo montre la mise en place de la menuiserie, donc un grand fixe de 3 mètres de large et une porte de 1 mètre pour pouvoir rentrer dans le conteneur. J'ai mis en place à l'intérieur une structure bois secondaire pour pouvoir poser les panneaux de bois qui sont l'habillage à l'intérieur de- du bureau. Ces éléments en bois verticaux sont soutenus, enfin sont tendus en partie basse et en partie haute par des équerres métalliques qui sont accrochés, donc des équerres en plat recourbé qui sont réalisés comme des griffes pour pouvoir soutenir, enfin pour pouvoir fixer les lithos verticaux parce que je voulais surtout pas visser dans la tôle du conteneur parce qu'on allait dégrader au fur et à mesure l'étanchéité à l'air du bâtiment. Donc, tout, tout percement a été prohibé et donc j'ai mis en place ce système qui est assez économique parce qu'il existe dans le conteneur déjà des arceaux soudés. Alors en partie basse, en partie haute, et celles qui sont en partie haute, je les ai utilisées pour suspendre toute la structure bois du plafond. Je me permets de Oui, t'interrompre, Gwen. On a une première question sur l'étanchéité à l'air qui est oui, tombée. Est-ce que tu as envisagé de t'appuyer sur l'étanchéité à l'air du conteneur lui-même? Là, on voit que tu as tracé un film en partie basse. oui. Alors, je, je me suis. Enfin, faut savoir que le conteneur, faut le voir comme une cloche en métal soudée sur une structure métallique pour le plancher. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu faire 2 étanchéités à l'air. La première qui a été rabattue, celle qui était posée avant la livraison du conteneur, qui était
qui a été rabattue sur la tôle extérieure du conteneur. Donc on voit ici cette étanchéité à l'air extérieur et une autre étanchéité à l'intérieur, scotchée sur la face intérieure de la tôle. Donc une double étanchéité à l'air qui aussi permet de faire un peu plus propre à l'intérieur avant de poser les planches de bois, parce que dessous, on a quand même le sable gris. Voilà, le sable ici, plus précisément, et sur cette photo-là. Alors ça, c'est une photo de montage, enfin une photo montée qui montre la photo avant la pose de la membrane intérieure et la pose après. Mais pourquoi est-ce qu'il en fallait deux en soi? Alors, pourquoi il en fallait deux? Parce que c'est plutôt une sécurité pour moi, parce que faut pas oublier que j'ai mis du sable avant, mais il aurait pu cette première membrane aurait pu être dégradée par la découpe à la disqueuse du conteneur. Donc, méfiant un petit peu et étant plutôt sécuritaire dans mon approche, j'ai préféré faire une double étanchéité à l'air. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est une membrane des deux côtés avec du sable entre les deux. Donc, c'est c'est pas trop grave quelque part, quoi. Et cette technique, elle est elle génère une complexité complémentaire derrière parce qu'il a fallu repérer après coup les comment les fameux longerons métalliques parce que j'ai réutilisé le percement d'origine réalisé pour poser le plancher bois d'origine. Donc c'est un travail très méticuleux de recherche. Donc j'ai mis en place des bandelettes de repérage d'un côté et des éléments en noir, c'est des réglettes métalliques de l'autre, pour bien retrouver les percements d'origine. Et après, repercer un plancher à nouveau commandé et après revisser avec les vis avec des nouvelles vis le plancher. Donc c'est un peu fastidieux, mais c'était c'était mon approche pour sécuriser l'étanchéité à l'air du bâtiment. Parce qu'il faut savoir que le bâtiment fait que en utile 12 mètres carrés neufs, et donc la moindre fuite, elle peut être catastrophique pour le résultat. C'est pour ça que euh, on a mis en place que je remercie Sébastien Delaine, qui est sur la photo ici, qui me suit depuis trois projets personnels, depuis 10 ans maintenant, sur les projets que je fais euh, pour faire le test d'étanchéité à l'air, euh, des conceptions. Voilà, donc je le remercie beaucoup pour son approche très professionnelle. Euh, Donc le test d'étanchéité à l'air, pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle ça le test de la porte soufflante ou du blower door en anglais. Donc c'est une bâche rouge que l'on met sur la menuiserie ouvrante. Après, on dépressurise ou on pressurise le bâtiment pour pouvoir rechercher les microfuites. Donc c'est pour la recherche des microfuites, on cherche, on fait le vide d'air à l'intérieur, donc on dépressurise le bâtiment et on cherche avec un stylo fumigène les microfuites possibles à corriger euh, pendant le test. Et il y en a d'autres qu'on ne peut pas corriger parce qu'au final, on a eu un résultat à 0,54 H-1, donc N50 à 0,54 H-1, et la limite, c'est 0,6. Donc on est un petit peu en dessous. Et la surface effective des fuites théoriques de toutes les microfuites se réunit dans une surface de 1,8 cm, un carré qui correspond à 1,8 cm de côté. Donc, dès lors que le test d'étanchéité à l'air est concluant, on peut attaquer plus précisément l'isolation par l'extérieur. Donc, j'ai mis en place un échafaudage de protection aux UV et à l'eau euh, pour travailler plus en confort durant les quelques mois de réalisation personnelle de cette isolation. Donc, on commence par combler
toutes les interstices en bas, au niveau des portes, au niveau des cannelures, le conteneur pour mettre en place une surface plane pour pouvoir après poser plus facilement les panneaux en polyuréthane de la marque Recticel. Donc la méthodologie est très simple. On commence par le bas avec le coffrage en isolant, le Jacodur Atlas, pour pouvoir proposer une surface plane pour pouvoir progresser après en vertical avec les panneaux. Donc on présente le panneau devant les équerres. C'est ça le plus compliqué, ça a été de découper les panneaux de façon soignée pour pouvoir positionner très précisément le panneau et après inclure le panneau et le glisser dans les équerres. Donc cette méthodologie est, euh, est aussi fastidieuse, mais elle permet d'avoir une précision chirurgicale pour pouvoir placer les panneaux correctement. Après, ces panneaux, quand ils sont placés, euh, on les visse à travers le panneau avec des vis thermofixes, euh, avec le support derrière qui est en bois. Alors, j'ai oublié de dire sur la photo, on voit bien là les lithos qui sont posés dans le creux de l'onde, comme à l'intérieur, dans le creux de l'onde, toujours les lithos, vissés sur un élément en structure existante qui ne dégrade pas l'étanchéité de l'air et vissé en partie basse dans une aile du longeron longitudinal. La J'ai deux même, petites questions, oui, Gwen, je me permets. oui. Sur la diapo 3, pourquoi ne vous pas avoir démonté les systèmes de fermeture des portes, les ferrures de Eh manœuvre? bien, parce que j'ai pas réussi à les démonter. C'est pas plus compliqué que ça. Ok, J'aurais pu les démonter et puis les revendre, mais là, j'ai pas réussi. Donc, ça, c'est vissé avec des vis à choc en usine et euh, le conteneur est d'occasion. Donc, au bout d'un moment, ça a pris sa place, sa vie, et donc j'ai d'accord. pas pu les démonter, quoi. Et tant que je t'interromps, une deuxième question pour Oui, les ponts thermiques de tes pattes en inox. oui. Comment est-ce que tu as procédé pour son estimation? Alors, je reviens dans ces cas-là sur la façade de départ, voilà. Donc, en codification PHPP, donc sur le planning house, donc Passive House Planning Package, donc le logiciel de calcul passif. J'ai codifié la surface de déperdition de chaque plat. Et après, je l'ai rentré dans un pourcentage par rapport à la surface des façades. Ça, D'accord, ok. Malgré le fait que ce soit un métal et que ça risque de créer quand même un effet de grosse précipitation du flux, ça a pas... alors, Ou tu l'as pénalisé, ou tu l'as... alors, je l'ai calculé en pourcentage de composition de façade, avec son lambda. Après, j'ai laissé la main un petit peu à Antoine Touzé de la société Calculo qui a finalisé le PHPP, pardon, pour la certification. D'accord. Puisque Euh, ça, juste pour ceux qui nous écoutent, en fait, je me permets de oui, bien poser sûr. cette question un peu plus précisément, parce que généralement, quand on code des pourcentages de parois en PHPP qui sont métalliques, le Oui, PHPP nous renvoie une alerte en nous disant, attention, il risque d'y avoir un effet de pont thermique, de précipitation du flux qui sera supérieur à celui qu'on estime en faisant juste une répartition de surface. Mais j'imagine que ton thermicien a dû être face à ça, a dû le traiter. oui. Et puis, il y a aussi un petit focus sur cette question-là, alors c'est une surexposition du calcul terme avec le détail de l'architecte pour montrer effectivement qu'il y a effectivement une petite, pardon, je reviens sur le zoom, il y a effectivement une perturbation des courbes isothermes. Mais c'est pas si catastrophique que ça. Ah oui, donc sur les angles sortants, il le prend en compte intégré au pont thermique d'angle sortant. Surface courante, d'accord, ok. Alors, je reviens sur la slide. Donc, la méthodologie des fixations de panneaux en polyuréthane est la même pour la toiture. Donc, ça, c'est une photo de la toiture au niveau de la première couche.
Et quand la première couche est posée, eh bien, il faut faire la deuxième couche. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a pris un certain temps. Et donc c'est pour ça que je me suis payé euh, un peu de temps en amont pour pouvoir faire une protection confortable du chantier. On repasse à l'intérieur pour vous montrer que on a aussi une méthodologie un petit peu proche, sauf que là, c'est juste une isolation acoustique avec du métis. C'est de la ouate de coton recyclée des entreprises Le Relais. Et donc, ces litho sont utilisés, enfin, les derniers litho visibles sont utilisés pour fixer des panneaux en épicéa à l'intérieur pour donner un petit côté plus chaleureux que la tôle. Et pour tenir ces panneaux en ouate de coton, bah, j'ai mis en place des fils de pêche tendus pour bien soutenir l'ensemble de l'isolant des murs. Et au niveau de la toiture, là, ça posait aucun problème parce qu'il y avait la place nécessaire pour placer les panneaux métis. On va faire un petit focus sur la VMC double flux. Donc, je me suis pas trop cassé la nénette quelque part pour chercher une VMC double flux. J'ai pris le même modèle de VMC double flux que le projet Mizu. Donc c'est une VMC de la marque Helios qui fait quand même qui donne un débit de 220. Donc c'est largement suffisant pour un espace comme celui-là. Mais c'est intéressant pour surventiler pardon, le bâtiment de temps en temps l'été quand il fait très très chaud. Euh, Là, cette photo-là montrait la découpe des deux plaques d'isolant pour accéder à la VMC double flux qui est juste derrière pour alimenter en air et rejeter l'air vicié de la VMC double flux. Cette photo-là montre plutôt c'est une vue en contre-plongée pour montrer le réseau. Donc on a la VMC qui est positionnée dans un berceau en métallique que j'ai constitué avec des cornières pour pouvoir l'insérer plus facilement et le régler plus facilement avec des tiges filetées après. Le réseau est en métallique aussi, en réseau Galva. Donc d'un côté, on a la pulsion d'air et de l'autre côté, on a l'extraction d'air comme on a vu tout à l'heure sur les plans. Et entre les deux, on a un croisement de réseau qui est utilisé, enfin, c'est des chaussettes en, comment, en ouate de polyester, voilà, qui permet de faire la coupure du pont thermique, enfin du pont phonique, pardon, de la VMC. Comme ça ne résonne pas dans le réseau Galva. J'avais fait un test avant sans ces chaussettes-là, c'était infernal. Donc c'est pour ça qu'il a fallu mettre en place ce genre de dispositif pour couper l'acoustique du réseau. Un petit focus sur la bouche de pulsion. Cette bouche de pulsion elle est un petit peu plus grosse que celle d'extraction. Cette bouche de pulsion accueille une petite résistance électrique qui fait 12 cm par 12 cm environ pour faire un petit appoint de chauffage vraiment quand il y a vraiment besoin. Mais en fin de compte, il n'y a quasiment pas besoin. Je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois pour une réunion le matin très tôt. Ce madame, enfin, la personne qui est la cliente avait un petit peu froid, donc j'ai mis en place. J'ai appuyé sur le bouton et ça fait un petit peu de chaleur et tout de suite ça l'a rassuré. Là, on voit un petit peu sur cette photo-là, on voit un petit peu plus le positionnement de la VMC double flux avec son berceau métallique. En parallèle, j'ai mis en place les panneaux de bois en plafond et en mur, la bibliothèque au fond. Il y en aura une autre après sur le côté. Sur cette photo-là, on voit la VMC double flux euh, et les trappes d'accès. Donc, il y aura un volet d'accès pour la VMC double flux et une trappe d'accès pour le réseau, pour pouvoir nettoyer le réseau. Et donc, au préalable, démonter les chaussettes acoustiques. On a deux petites questions sur la VMC double flux. Oui, Gwen. La première qui est assez technique sur le cheminement des conduits. Généralement, ces machines-là existent en gauche-droite. Là, tu as un croisement. Elles n'étaient pas disponibles? si. Euh, Sauf que à l'origine du projet,
j'avais prévu d'inverser totalement le plan. Et il se trouve que la vue que vous verrez en fin de vidéo, enfin en fin de présentation, est plus intéressante sur le jardin que sur la maison. Donc en fin de compte, bah, j'ai inversé le plan, mais la VMC double flux était déjà commandée. Donc bah, j'ai fait le croisement comme ça et ça a généré une trappe enfin, une excroissance en plafond. Voilà, voilà l'histoire du projet. D'accord. Et une petite deuxième, Oui, cette machine-là, si je ne m'abuse, elle est plutôt faite pour tourner à 100, 120 mètres cube heure à peu près. oui, Toi, tu l'utilises à 30, donc elle est un peu en sous-régime. Ça bien pénalise pas sûr. trop tes Ouais. rendements dans la prise en compte au calcul. Il n'a pas fallu pénaliser justement ton rendement de récupération. Bah, je dirais que quelque part, je sors mon joker parce que j'ai pas, j'ai pas géré cette approche-là par rapport au débit. D'accord. Habituellement, moi étant ancien asthmatique, je mets la VMC en vitesse 2, donc c'est-à-dire en vitesse moyenne. Et là, elle est actuellement en vitesse 2. Et moi, j'ai une petite sonde CO2 et un testeur de CO2 intérieur qui m'affiche vert, donc tout va bien. Le débit est bon. J'ai un air qui est peu chargé en CO2 à l'intérieur, donc je peux bosser tranquillement et je peux accueillir de temps en temps les clients dans de bonnes conditions. OK. Et quand les clients viennent, tu montes un peu le débit et tu restes dans le Oui, vert de ta sonde de CO2. oui, j'ai toujours un œil sur ce petit testeur de CO2. Et quand les clients viennent, je me mets à 3. Comme ça pose ça règle le problème très rapidement. D'accord. Et ce qu'on appelle vert, là, c'est 1500 ou 1000 ppm? C'est Euh, indiqué? il y a pas d'indication Ouais, spécifique en logiquement, ça termes doit de être à peu près ppm. ça. D'accord. Merci beaucoup. De rien. On va attaquer le bardage extérieur. Donc là, euh, là, on comprend mieux, enfin, j'espère que vous comprenez mieux que je ne pouvais pas traverser tout l'isolant et trouver un système d'accrochage autre que ces fameuses équerres inox. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les verticales, les verticales des lithos sont accrochées, enfin sont vissées sur les équerres, et après on suspend l'ensemble du bardage euh, via ces équerres. Donc il a fallu trouver, je dirais, la bonne dimension d'équerre, enfin, d'équerre de plat pour supporter l'ensemble du bardage. Sachant que le bardage, dans sa globalité, est en bac acier, donc sur les façades opaques que vous avez vues. Et donc, ce bardage est assez léger. Et il reste un bardage un petit peu plus lourd sur la partie sud en bois exotique, en Kumaru, exactement. Là, l'architecte a voulu un retournement de la terrasse sur la façade. Voilà, c'était la petite approche architecturale. Là, on voit la- le déshabillage de la bouche d'extraction. Donc, la bouche d'extraction, la prise d'air, pardon, c'est celle-ci, et la bouche de rejet de l'air vicié vers l'extérieur, c'est celle-ci. Donc il n'y a pas de croisement de flux d'air entre les deux, c'est une- c'est un système qui est étudié pour. Sauf qu'aujourd'hui, en RE 2020, c'est interdit, on ne peut pas faire ce genre de choses. Il faut une différence de 2, 3, enfin moi je mets 2 mètres, c'est un petit peu moins, mais moi je mets 2 mètres au minimum entre la bouche d'alimentation en air neuf dans le projet et la bouche qui rejette l'air vicié vers l'extérieur. Même, je me permets, je crois qu'on voit sur la photo de gauche, et d'ailleurs sur la diapo suivante, en plus, tu as un déflecteur qui est posé devant. Tu as un habillage. Oui, oui, qui- oui, il y a un déflecteur, oui, tout à fait, oui. Ouais. Ouais. Oui, il y Ok. a des déflecteurs qui permettent d'éviter le croisement des flux d'air extérieur. Et tant que je t'interromps encore une fois, Ouais, on avait une question dans le chat qui disait que quand on ramène ton débit de renouvellement d'air à ta surface, on est quand même sur quelque chose de finalement assez élevé pour une seule personne. oui. T'as jamais de problème d'assèchement d'air? Bah, pas trop, non.
Pas besoin de plantes vertes, pas besoin de ton Bon, bah, hygromètre, thermomètre, hygromètre, c'est vrai que il- j'ai toujours un verre d'eau à disposition, mais non, ça me pose pas de gros soucis à ce niveau-là. J'ai pas les muqueuses sèches, hein. Bon, Ok. on est quand même en Bretagne, hein. Ouais. On a un taux d'humidité assez intéressant. Donc, Alors, j'ai pas de problématique à ce niveau-là. mais je me permets, hein, je suis désolé, on a beaucoup de questions, les gens sont très intéressés. Là, tu as Ouais. utilisé le déflecteur pour ta prise d'air et ton rejet. Tu n'as pas voulu repercer de l'autre côté pour directement les écarter, on n'en parle plus. Non, parce que c'est-à-dire de l'autre côté à l'arrière? Oui, ou alors sur une autre façade, Non, parce qu'à l'arrière, c'est le voisin. J'ai pas voulu rejeter mon air vicié sur le chez le c'est voisin. poli. J'ai pas voulu le mettre sur le côté, parce que sur un côté, j'aurais pu le mettre sur ce côté-là, mais c'était le seul endroit où je pouvais. Et puis en fin de compte, j'ai vraiment travaillé au réseau minimal, prise d'air, rejet d'air, avec. Il faut savoir que dans le PHPP, alors j'en reviens sur le plan de ventilation. Le PHPP codifie aussi la distance entre la façade où on prend l'air et où on rejette l'air et comment l'entrée dans la VMC du La flux. machine, ouais. Voilà. C'est-à-dire plus la distance est longue, enfin, plus on perd en rendement de machine. Mm. Donc plus le réseau est court, plus la machine est efficace en termes de rendement, en termes de rendement de récupération des calories de l'air. Mm. C'est pour ça que plus le réseau est court, mieux c'est. Je me permets justement, j'insiste là-dessus, j'abonde dans ton sens, puisqu'il y a pas mal de questions dans le chat à ce sujet-là. La réglementation dit même 8 mètres hein, pour écarter les bouches 8 théoriquement. mètres. Oui. Oui. Voilà. Mais il faut bien avoir conscience, pour ceux qui nous écoutent, que ça, c'est un grand classique dans du passif quand on n'a pas de bureau de contrôle. Souvent, les bureaux, enfin, la maîtrise d'œuvre, on peut l'appeler comme ça, prend l'initiative de s'asseoir sur cette préconisation, poser une bouche avec un déflecteur. Parce que quand on code dans un PHPP une ventilation double flux, comme le disait Gwen, avec une prise d'air neuf et une amenée dans le cadre d'une machine intérieure qui a une grosse longueur, qui risque de générer des déperditions sur le conduit, puisque c'est des conduits froids qui cheminent dans l'enveloppe, effectivement, ça pénalise très fortement notre rendement. Donc, on se résout à faire ça. On revient sur- Donc, on va arriver aux photos de livraison. Donc, cette photo-là montre les ombres portées, qui sont aussi codifiées dans le PHPP. Donc, c'est les ombres portées en automne et en hiver. Alors, comme on est dans un bureau, il faut faire très attention aussi à la luminosité intérieure, pour éviter d'être trop ébloui quand il y a de la neige, parce que ça arrive de temps en temps en Bretagne, hein, quand même. Donc, on met en place à l'intérieur des stores à enroulement. On verra ultérieurement sur la présentation. Et pour couper comment, l'apport solaire qui peut être important à certaines périodes de l'année, moi, j'ai fait le choix de mettre en place des rideaux extérieurs pour des questions d'économie, de simplicité et aussi, parce que moi, je me revendique d'une école low-tech du passif. Euh, Malheureusement, de temps en temps, sur d'autres projets dont j'ai la chance de participer, bah, on met en place des brises soleil orientables motorisées. Mais bon, c'est un compromis fait avec la maîtrise d'œuvre et la clientèle. Sachant que ces rideaux-là peuvent être aussi utilisés comme moustiquaires, hein, en les lacérant verticalement. On va passer à l'intérieur. Donc voilà l'intérieur du projet. Donc une table de réunion, le poste de travail au bout, de l'autre côté. Donc là, on voit mon poste de travail avec un autre bureau qui me permet de marcher de temps en temps. Ça, c'est important de faire 10 000 pas par jour de mémoire. Donc c'est important de garder un petit peu la forme hein, parce que on a des métiers très assis, hein. Mais bon, de temps en temps, c'est intéressant de s'asseoir parce qu'on a quand même une belle vue. Donc la fameuse vue que je vous expliquais tout à l'heure, soit on voyait la maison avec le bardage métallique, hein,
qui peut être rude de temps en temps, mais c'est plus intéressant d'avoir une vue sur le jardin. Donc voilà, la vue que j'ai en permanence quand je travaille pour mes clients. On va se faire un petit focus sur la VMC double flux. On en a fait un, mais là, c'est au niveau de l'entretien, parce que l'entretien d'une VMC double flux est primordial. Euh, donc, le fameux volet d'accès pour accéder à la VMC en plafond. Donc, je monte sur la table, j'ouvre le volet et j'accède en démontant le panneau de la VMC bah, à l'intérieur. Donc, j'aspire avec un petit tube l'intérieur de la VMC. Je démonte les tiroirs de chaque côté. Donc là, j'ai voulu vous montrer un petit peu plus précisément l'état des filtres avant le nettoyage. Donc, quand l'air extérieur bah, nous amène de temps en temps bah, des poussières, des pollens, des moustiques. Donc, faut être très vigilant dans l'encrassement de ces de ces filtres parce que ces filtres protègent l'échangeur à plaque qui permet d'avoir enfin, de récupérer les calories de l'air. Donc, garder en fin de compte la température intérieure du projet. Donc, cet échangeur doit rester toujours propre. Donc, en amont, il faut le protéger des pollutions extérieures, mais aussi de l'autre côté, quand on a un herbicier, cet herbicier, bah, il y a des poussières. Et ces poussières bah, sont aussi captées par les filtres. Donc, il faut aussi nettoyer les filtres de l'autre côté. Alors, quand les filtres sont, comme ici, blancs, c'est-à-dire bah, ils sont un peu usagés, eh bien, on en met des nouveaux, un peu plus foncés, enfin bleu foncé, quoi. Ils sont bleu clair, bah, on met des filtres qu'on en fait soi-même. On achète des grosses bobines de filtres G4 et puis on fait un petit peu de découpage. Et derrière, bah, ça permet d'avoir toujours du filtre à disposition. Alors, nettoyer la VMC, c'est important, mais il faut aussi nettoyer les réseaux, les fameux réseaux métalliques. Donc, ces réseaux métalliques, donc là, il y a une petite photo de la poussière qu'il peut y avoir générée à l'intérieur avant, parce que c'est un réseau métallique uniquement sur l'air vicié. L'air neuf de pollution est protégé par, par le filtre. Mais ça, c'est une photo qui est du réseau qui est entre la bouche d'extraction et la machine. Donc, bah, il faut aussi nettoyer ce réseau avec un flexible rotatif et une visseuse. Et on démonte les bouches, on passe le furet d'un côté, donc le furet, le flexible avec son hérisson, qui tourne avec la visseuse, et de l'autre, bah, on aspire avec un aspirateur. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est ce niveau de saleté, c'est en combien de temps d'utilisation? Alors, pour rien vous cacher, ça, c'est des photos du réseau de ma maison. Ça, c'est au bout de 3 ans à peu près. Donc, sur ce conteneur-là, enfin sur ce projet-là, je ferai le réseau, enfin le nettoyage que cet été. Donc, j'ai pas encore nettoyé, je ferai des photos. Et si tout va bien, ce que j'espère, c'est refaire une autre présentation lors d'un prochain Passibac pour montrer peut-être les photos de l'encrassement de ces réseaux. Parce que toi, tu t'astreins à travailler donc à nettoyer tous les 3 ans. À Ouais, peu à peu près. près, ouais. D'accord. Ok. Parce que c'est quand même un réseau qui fait 125 mm de diamètre. Avant d'encrasser un réseau de 12 cm 5 de diamètre, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de poussière, hein. Donc on arrive au résultat du calcul PHPP et de la certification. Donc le projet a été retenu pour un besoin de chauffage de 12 kWh par mètre carré par an, pour une surface de référence énergétique de 12,9 mètres carrés. Donc 0,9 mètres carrés au-dessus du projet de Thomas Primo, le projet de Mizu. Donc j'espère que comme lui souhaitait il y a 10 ans que d'autres projets se fassent dans cette optique de réduction des surfaces, ben, j'espère que d'autres projets aussi vont s'inspirer ben, de cette approche euh, microscopique du bâtiment.
Je voulais juste remercier les entreprises et les marques qui m'ont suivi dans cette aventure. Et donc, bah, je, comment je souhaite que de plus en plus de projets en passif se fassent parce que c'est c'est va- c'est vraiment urgent aujourd'hui de faire du bâtiment neuf en passif parce que c'est la seule solution pour baisser les consommations énergétiques des bâtiments. Ah, bien sûr, en parallèle, il faut aussi travailler sur la rénovation et la rénovation passive. Et je voulais, avec ce bâtiment, montrer que aujourd'hui, on n'a plus de limite de surface basse pour faire du passif. Parce qu'à une époque, on avait des limites autour de 100 mètres carrés de bâtiment. Aujourd'hui, comme les terrains sont de plus en plus petits pour des questions de densité, bah, les bâtiments neufs, bah, ils sont plutôt aux alentours de 100, voire 80, voire 70, voire 60 mètres carrés. Et donc, ça ouvre la porte quelque part à, à la construction passive pour des tiny houses, des petits projets dans les jardins pour un besoin professionnel comme le mien, ou pour recevoir et accueillir des personnes dépendantes à côté du noyau familial. Voilà, je vous remercie pour votre attention et s'il y a encore des questions, il reste 7 minutes. Merci beaucoup pour ta présentation, Gwen. Effectivement, on a pas mal de questions, donc je vais en sélectionner quelques-unes. Une première qui introduira les autres et qui verra si c'est pertinent de te les poser. Est-ce que tu as posé du monitoring sur ta maison? Des suivis de Alors, température, des enregistreurs, des choses comme ça? très bonne question. J'ai essayé avec la marque Netatmo sur les conseils de Monsieur Riva, mais le problème c'est que j'arrive pas le répétiteur Wi-Fi est trop en avance au niveau technologique par rapport au Netatmo. Alors si une personne dans l'auditoire pourrait m'aider pour piloter prochainement ce projet, je suis tout oui. Voilà. Ok, on te transmettra si jamais Merci. ça arrive. En tout cas, est-ce que tu sais en gros la pire température que tu as constatée en été, la plus élevée à l'intérieur? La plus élevée, c'est 28 Ah, quand même, degrés. ça a Ouais. monté un peu. D'accord. Ouais, ça commence à être un peu inconfortable. Et c'était un accident? Tu avais oublié de fermer la protection solaire ou c'était vraiment Ah non, non, l'optimum pour vous? non, c'est pas un accident. C'est au bout de quelques journées de, Canicule. de surchauffe, de canicule, bah, c'est difficile d'évacuer la nuit le bureau, même en laissant la porte ouverte. Ah, parce que ça, c'était pas pendant une pointe extérieure. Tu avais commencé le matin, il faisait déjà chaud. Ah oui, oui, ah oui. Ah oui, c'est au bout de D'accord. 2, 3 jours de canicule. Ok. D'accord. Est-ce que tu as pris en compte ton solaire photovoltaïque concrètement? Est-ce que tu es Passivos Plus ou Premium ou quelque chose comme ça? Non, Non. non, non. Ok. Le panneau photovoltaïque, c'est juste pour... euh, c'est une petite installation. C'est juste pour les consommations talons. Donc, c'est juste pour la consommation de l'ordinateur, de la VMC Flux. Ah, c'est Et... juste pour le conteneur, c'est pas pour la maison d'à côté. Alors, faut savoir que le conteneur est branché sur le réseau électrique de la maison. Donc, ça participe à D'accord. la moindre consommation énergétique de la maison et du conteneur. Et aussi de la piscine conteneur que vous avez dû voir sur les images. Ah, pardon, désolé, je ne veux pas t'exposer, mais tu Moi, je chauffes peux ta leur piscine? montrer, non, non, mais je leur montre. Non, parce que l'expérience du conteneur, ça remonte à loin. Parce qu'au départ, je faisais de l'abri de jardin Ouais. pour mes clients. Et un jour, j'ai une demande très personnelle pour une piscine et j'ai proposé un bassin de nage à moins de 10 mètres carrés pour des questions D'accord. voilà, Et- fiscales. Et et- donc, bah, le conteneur, avec son local technique intégré, permet Ah, d'accord, c'est juste les pompes. Elle n'est pas chauffée. C'est pour un- l'alimentation électrique des pompes. des pompes et il Tu y n'es pas a. obligé de le dire. Tu n'es pas obligé de Non, te non, mais je le condamner dis, hein, toi-même. il y a une pompe à chaleur extérieure aussi qui est installée. D'accord. Mais bon, la seule demande de l'architecte, c'était d'avoir un bassin isolé. Voilà.
D'accord. Et tu as estimé les consoles de la piscine versus les consoles de la maison? Je Non, suis j'ai désolé, hein, la pas. question est trop Bah, facile. je l'ai présenté lors de Passibat 2023, le saut, le, le saut de facture euh, avant piscine et après piscine, et c'est assez important quand même. Ouais, d'accord. Je pourrais retrouver, non, mais bon. Et tu n'as pas voulu asservir ton autoconsommation de photovoltaïque justement à servir. Enfin, tu sais, il y a des automates qui font ça, qui Ouais, te permettent mais de chauffer que quand tu as du courant photovoltaïque en rade. je suis pas assez compétent. Donc, j'ai D'accord. branché les 12 panneaux solaires photovoltaïques sur la prise extérieure du conteneur, et après, c'est réinjecté dans le réseau global euh, D'accord. de l'ensemble. Très bien. Voilà. Pour revenir, pendant qu'on parle, est-ce que tu peux revenir à la diapo avec le nom des partenaires? On me demande, Oui, bien sûr. voilà. Concernant la ventilation, pour y revenir, est-ce que tu as envisagé pour t'économiser le nettoyage des conduits d'extraction de poser des bouches avec des filtres? Non, j'y ai pas pensé. J'y ai pas Ok. pensé, mais c'est une bonne idée. C'est possible. De toute façon, on peut retravailler sur le projet. Mais pour l'instant, non, je préfère faire mon nettoyage comme je fais le nettoyage de ma maison au niveau des réseaux. Donc, c'est une habitude que j'ai pris. Et donc, mais bon, c'est intéressant. Je retiens l'idée. Et toujours pour la ventilation, est-ce que tu as envisagé de poser une double flux, tu sais, comme les petits modèles décentralisés qui existent pour une seule pièce? Est-ce que là, tu as Oui. posé une vraie double flux de maison? Alors, j'ai effectivement, je l'ai prescrit sur un. Hop, il faut juste que je le montre. Je l'ai prescrit sur un projet. Voilà. Alors, malheureusement, il est pour installer. Mais c'est sur ce projet-là. On avait une maison et une demande d'un local professionnel à côté. Et là, on a mis en place une BMC Brink pour décentraliser. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait sur ce projet-là Eh en bien, termes parce de continuité? à l'époque, c'était pas si répandu que ça, parce que le projet a commencé à germer dans la tête en 2014 à peu près, voilà, c'est 2014. Et le projet a pris 5 ans et a été livré en 2021. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était pas si répandu, donc j'ai préféré suivre la trace de Thomas Prino avec cette prescription-là, et je trouve que cette prescription est un peu plus chère, je reconnais, mais elle a ses avantages aussi. D'accord. Et une dernière question, puisqu'il est bientôt l'heure. Quand on parlait des fondations, on voyait ton jacon qui faisait l'isolation de sous-face en radier. Pourquoi avoir posé des plots de béton dedans? Puisque normalement, quand tu portes en radier, tu n'as pas besoin. Oui, J'aime bien c'est peut-être les effectivement. appuis. Il faut savoir qu'une descente de charge d'un conteneur de 2 tonnes 3, c'est à peu près 500 kilos par coin ISO. Et comme j'allais pas couler de béton dedans, je voulais pas faire un poinçonnement sur l'endroit du coin ISO Hmm. sur l'isolant. Alors, je connais une entreprise qui fait ça, alors, qui n'est pas de la région Bretagne, qui fait des maisons conteneurs et qui pose directement le conteneur sur le jacon. Moi, je me refuse de le faire. Donc, Bien je sûr. me suis refusé de le faire sur ce projet-là. Ça, ça a été très compliqué pour calculer le pont thermique avec Antoine Touzé de la société Calculo, mais au final, ben, on y est arrivé. Et donc, effectivement, ça a dégradé le résultat, mais on avait un petit peu de marge. Donc, j'ai préféré utiliser une solution plus sécuritaire, Très bien. traditionnelle. Voilà, Merci beaucoup, Gwen. de rien. Je crois qu'on va clore ce webinaire. Je, je t'incite à le proposer pour le prochain Passibat. Oui, je reviens là sur le slide. Si Et voilà. jamais les gens veulent t'en parler en plus en vrai. Donc en mars prochain. Et j'ai juste oublié de me présenter. Donc je suis Paul-Louis Sadoul, le coordinateur du groupe technique. Et on était avec Gwen Flachot, architecte, qui nous présentait son projet de maison, enfin pardon, de local professionnel d'architecte dans un conteneur passif rénové. Et merci à tous de nous avoir suivis et de nous avoir accompagnés ce soir. Merci pour vos questions et pour nos échanges. Et merci encore une fois, Gwen, pour la qualité de ton intervention. Merci beaucoup. À très Bonne bientôt à soirée. tous. Au Au revoir. revoir.